jamais lâcher, quoi. Si on veut quelque chose vraiment, si tu veux juste comme ça, tu vois, à un petit degré, forcément, tu vas pas t'engager. Mais si tu veux quelque chose, fonce. Fonce. Et il faut pas se limiter dans ses idées, en fait. Il faut voir les choses en grand. Il faut se dire, OK, qu'est-ce que je veux vraiment faire? Qu'est-ce qui me ferait plaisir dans le métier de coach ou dans n'importe quoi? Tu veux coacher un athlète olympique? Vas-y, qu'est-ce que maintenant? OK, tu vois, je donne un exemple, mais il faut vraiment se mettre des gros objectifs et des objectifs intermédiaires pour y aller, mais il faut s'engager mentalement dans ses actions, etc. Et ça marche, en fait. Je suis Andy Poiron, entrepreneur et amoureux de sport. Je suis le propriétaire de Away, un centre de coaching hybride à 360 sur Dijon, et également consultant où j'aide les coachs sportifs et les propriétaires de studios, de box CrossFit et de clubs de fitness à développer leur entreprise. Le fitness est une passion et c'est aussi un business. Dans ce podcast, le business du fitness, je vais à la rencontre de personnes ordinaires qui vous partagent leur expérience extraordinaire. Au programme, on parle de leur parcours, de comment elles en sont arrivées là, et également de leurs difficultés, de leurs succès et de tous les éléments qui peuvent vous donner des idées pour votre propre entreprise. Se nourrir des autres est l'un des moyens les plus simples d'accélérer son propre parcours personnel. Donc faites-vous plaisir, écoutez, prenez des notes, laissez-vous inspirer et très bonne écoute. Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Le Business du Fitness. Aujourd'hui, j'ai l'honneur d'accueillir Anouk Garnier, une femme d'exception qui incarne la détermination, le dépassement de soi et la passion du sport. Professeure de fitness, coach sportive, formatrice reconnue et double championne du monde de course à obstacles, Anouk ne cesse de repousser ses limites. Son dernier exploit, grimper à la corde jusqu'au 2e étage de la Tour Eiffel, illustre parfaitement son engagement sans faille et son esprit conquérant. Dans cet épisode, nous allons plonger dans son parcours, découvrir les coulisses de ses incroyables réalisations et partager des conseils précieux pour tous ceux qui aspirent à exceller dans le domaine du fitness et au-delà. Préparez-vous à être inspiré par une véritable athlète de haut niveau et une conférencière passionnée. Allez, c'est parti! Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast Le Business du Fitness. Et aujourd'hui, j'ai la chance d'être avec Anouk. Salut Anouk. Salut Andy. On partageait en off que ça faisait longtemps qu'on était en formation, on avait fait une formation ensemble, on s'était aussi connus avec des personnes que l'on connaît. Et Anouk, est-ce que déjà tu peux te présenter rapidement Oui. pour ceux qui ne te connaissent pas? Moi, je suis Anouk Garnier. Donc, à la base, je suis prof de fitness, à la base des bases. Maintenant, je donne quelques formations pour les coachs sur l'entraînement fonctionnel, notamment dans des écoles comme des BP ou autres. Et puis, depuis, je crois, 2015 en plus, tu vois, quand c'est connu d'ailleurs, je fais des Spartan Race, des courses à obstacles. Donc, pas que la marque Spartan Race, mais d'autres courses à obstacles aussi. Je fais pas que les faire finalement, ces courses, que je les gagne parfois quand même. Et je suis championne du monde dans ma catégorie, dans ce qu'on appelle OCR. Donc, c'est des courses qui sont plus techniques que des Spartans. Et il n'y a pas de pénalité possible. On doit absolument franchir l'obstacle. Et donc, double championne du monde dans ma catégorie d'âge. Et puis, il y a un mois, j'ai fait un truc un peu sympa. J'ai grimpé à la corde jusqu'au 2e étage de la Tour Eiffel. Voilà. Et j'ai établi Ouais. un nouveau record du monde. J'ai vu passer du coup sur LinkedIn tes exploits, donc félicitations pour tout ça. L'Anouk petite, c'était quoi? Une Anouk sportive? Oui, 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 parce que je viens d'une famille qui était, dans un club de gym, en fait, tu vois? Un club de gymnastique artistique. Mon grand-père, OK. lui, il était président du club et ma grand-mère, elle entraînait, ma mère entraînait aussi donc depuis toute petite, je suis dans la salle, quoi. J'ai même appris à marcher dans la salle de gym donc forcément du sport et je faisais beaucoup, tu vois, je grimpais partout, en fait, tu vois? Je faisais déjà des parcours d'obstacles, dans la salle de gym, j'étais tout le temps dehors, on m'appelait Mougli. Littéralement, j'étais pieds nus en slip dehors tout le temps et voilà, donc assez sportive et assez, on va dire active, tu vois? Un petit limite hyper active dans le délire. OK. Et au niveau de tes études, enfin, tu avais une voie toute tracée? Tu voulais être dans le sport ou c'était quoi un Alors petit peu le ta alors vision par rapport bizarrement, à ça? j'étais entre 2. J'étais un peu entre le sport et le côté spectacle. En fait, je voulais être trapéziste. Je voulais faire du cirque, donc tu vois, j'aimais bien ce côté, show, mais en même temps performance physique et après j'ai voulu être actrice.
Mmh. Voilà, donc après, je me suis mis dans le fitness parce que enfin, je me suis mis dans la voie du sport et j'ai fait STAPS parce que c'était une voie qui me correspondait aussi et ma mère voulait que j'ai un diplôme avant de me lancer dans des écoles de théâtre, et des castings et cetera. Donc à la base, je voulais, venir sur Paris et c'est ce que j'ai fait, mais je voulais être actrice, en fait. Je voulais faire des OK. cours de fitness pour me payer des cours de théâtre et faire des castings et en fait, je me suis pris au jeu du fitness et j'y suis restée du coup dans ce côté-là, quoi. OK et comment s'est passé les débuts pour toi? Au niveau du À à fitness, Paris, bah, j'ai trouvé des créneaux chez, Forest Hill, donc dans le groupe Forest Hill, qui est le groupe où il y a l'Aqua Boulevard. Mmh. Mon club, c'était un petit club à Nanterre, donc c'était un club assez spé, mais il y avait des franchement, on se marrait bien, il y avait tu sais, des adhérents sympas. C'était un petit club, ça faisait un petit club familial un peu. Donc j'ai eu quelques créneaux là-bas. Puis après, à Paris, quand on est sur Paris, on fait beaucoup de remplacements à droite, à gauche. Et bah, après, on nous propose un créneau fixe, etc. Donc il y a un moment donné où je faisais des cours un peu dans tous les sens. Donc c'était pas simple sur les déplacements, mais en même temps, c'était hyper enrichissant parce que j'avais plein de clubs qui fonctionnent différemment, des publics différents. Parfois, j'avais des clubs où j'avais peut-être 5 personnes dans le cours et des fois, je pouvais être à l'Aqua Boulevard où tu avais 100 Mmh. personnes. Donc c'était vachement formateur pour moi. Et ce moment-là, j'ai été beaucoup, tu sais, focalisée sur les SMILS, à essayer de passer tu vois, les niveaux pro Les instructeur, instructeur certifications, ouais. et Mmh. voilà, toutes les certifs. Donc j'étais à bloc là-dedans et c'était super cool, en fait. Et je pense que c'était une époque sympa où il y avait un gros engouement pour ça. Il y avait des gros événements, j'ai eu la chance de participer aux gros événements, donc non, c'était vraiment un bon moment. Bon, beaucoup de travail, hein, beaucoup de fatigue, beaucoup de cours à donner, de remplats, de trucs, mais en même temps hyper enrichissant comme moment, quoi. À cette époque-là de ta carrière, tu t'es dit, «Je vais en faire bah, justement toute ma vie» un petit peu? Ou comment c'est ou tu Ouais, vivais un petit peu au jour le jour comme ouais, on vit c'était un peu beaucoup au ça, début? mais tu vois, moi, j'ai toujours à chaque fois que je fais un truc, j'aime bien être dans les meilleurs, dans ce que je fais. Ce que j'aimais bien dans le cursus un peu Les Mills, c'est que, bah, on te proposait d'évoluer. Tu vois? Tu bossais, tu étais, dans ton truc et bah, tu progressais et tu étais de mieux en mieux, je veux dire et quand tu étais bon, après, tu étais formateur et tu formais les autres, tu vois? Et j'aimais bien cette idée-là. Et après, il y a un moment, Les Smiths, ça m'a un peu saoulée, pour être très honnête. Et du coup, je suis partie sur HBX, qui était une marque aussi de Planet Fitness, hein, donc un peu quand même le petit frère, on va dire, dans la notion fonctionnelle. Et à ce moment-là, ils étaient en train de monter une équipe de formateurs. Donc, c'est là que j'ai rejoint plutôt cette branche d'entraînement fonctionnel, sachant que moi, je commençais à faire les Spartans, à m'entraîner beaucoup comme ça aussi. Donc ça a pu bien me correspondre aussi. Donc après, j'ai basculé dans le côté formatrice là-dessus. Puis après, j'ai été aussi, manager de club chez Aqualoft. J'ai eu Mmh. la chance d'ouvrir le club sur Paris, donc de créer un peu toute la base, à Paris. C'était très sympa, belle expérience aussi. Mais après, je me suis dit: «Non, faut que tu vois, les courses à obstacles commençaient à prendre beaucoup d'ampleur pour moi et je me suis dit: «Non, faut que c'est maintenant», tu vois? Après, tu es pas athlète de haut niveau à 45 ans, donc je me suis dit: «Je vais faire ça et je vais me concentrer à fond là-dessus, quoi». Alors justement, comment on devient, athlète de haut niveau et on choisit une Beh, spécificité et puis on y va à fond? alors en France, c'est pas facile. Surtout que mon sport, il est pas olympique. Mon sport, il n'est pas médiatisé, donc c'est un peu un choix de ma part de m'être dit: «Bon, je vais trouver une manière, en fait, de me consacrer plus aux entraînements», parce que tu peux pas, donner un body pump et derrière aller te faire une séance de force ou aller te faire tu vois? Tu es pas dans la même, intensité, la même efficacité. Donc il y a un moment, il a fallu faire un choix là-dessus, et je me Tu suis avais dit quel âge, au démarrage? Enfin, quand tu as vraiment commencé à c'était tu vois, j'ai fait, bah, ma première Spartan en 2015 en septembre, ouais. en solo, tu vois? Et de là, tu vois, j'ai commencé à évoluer et c'est vers 2016-2017 où, tu vois, j'ai commencé à me dire: «Bon allez, là, il y a un vrai truc à jouer, j'adore ça m'a passionné tout de suite, en fait», tu vois? Et je me suis dit: «Là, c'est maintenant, soit, tu vois, il fallait que je prenne un tournant à un moment». OK. Et du coup, je me suis mis à mon compte pour avoir plus de liberté dans mon emploi du temps. Et j'ai commencé à découvrir tu vois, les conférences en entreprise et ce genre de choses. Et donc je me suis dit: «OK, bah, je me lance là-dedans». Donc là, c'est aussi ce que je suis en train de développer aujourd'hui et je m'étais dit, je voulais trouver aussi, tu vois, des sponsors, des choses comme ça. Donc voilà un petit peu l'idée, tu vois, d'avoir plus de liberté, de faire des interventions qui soient, on va dire ponctuelles, mais qui me permettent de vivre
plus, tu vois, sur le mois, quoi. De faire une intervention, une journée et puis après, bah, d'avoir assez pour vivre pour le mois. Donc ça a été un peu le truc comme ça et puis petit à petit, bah, j'ai eu un premier sponsor, une entreprise, ce qui m'a permis de payer mes déplacements et cetera, que j'ai encore d'ailleurs aujourd'hui et puis, voilà, tu vois? Step by step, quoi. Non, il y a beaucoup de personal trainers, en tout cas de personnes qui écoutent le podcast, qui sont dans l'univers forcément du personal training, du fitness. Hem, Quelles sont, toi, les recettes ou ce que tu as pu découvrir par rapport au sponsoring? Parce que je pense que c'est assez, peut-être au début assez compliqué quand on n'est pas forcément très connu. Est-ce que tu Ouais. pourrais donner des conseils par rapport à ça? Heu, Bah, en fait, c'est vraiment essayer de se mettre en valeur soi aussi, parce qu'après ça dépend, mais moi, par exemple, mon sport, si tu veux, même encore aujourd'hui, hein, franchement, je mais et même on parlera du projet Tour Eiffel, mais je me suis pris que des portes dans la gueule, en fait. C'est, «Non, je suis pas connu, ton sport, on s'en fout», tu vois? C'est un bon, j'exagère, hein, c'est pas comme ça, mais bah, c'est mieux Mmh. tourné, mais c'est ça que ça veut dire et en fait, c'est un combat permanent pour prouver que tu as une valeur, que tu as un potentiel, que ton sport, il est extrêmement connu dans le reste du monde, tu vois? Aux États-Unis, c'est hyper suivi, en Suède, il y a des athlètes pros, enfin, tu vois? Il y a des athlètes pros dans beaucoup de pays. Donc pour moi, c'était aussi frustrant, mais du coup, c'est de pas lâcher, en fait. C'est si tu sais que tu as un potentiel, si tu sais que tu veux faire quelque chose, déjà prouve-le, va chercher des titres. C'est pour ça que moi, j'ai été chercher des titres aussi, pour Mmh. montrer que, j'étais capable de faire quelque chose et tu vois, ça permet petit à petit d'asseoir une «notoriété» entre guillemets et de prouver que tu es un athlète et que, bah, tu as un potentiel aussi pour la suite. Donc ça donne envie aux marques de te suivre et de t'accompagner sur le reste. Mais c'est pas facile, hein, c'est très complexe. Surtout en France, je trouve qu'on met pas assez tu vois, le sport en avant, en fait. Tu vois, on va mettre plus les influenceurs, tu vois? Et on en parlait, j'en reparlais encore ce matin par rapport à la flamme olympique, tu vois? C'est, Mmh. non mais tu vois, tu as des influenceurs, qui font pas de sport, on va plus les mettre en avant que des sportifs, tu vois? À un moment, tu te dis: «Là, c'est les jeux», tu vois? C'est pas un truc, c'est pas juste un événement, télévisé, là, on parle des jeux olympiques quand même, Je me tu vois? souviens que Teddy Riner avait fait aussi, pas mal de débats sur ça, qui disait qu'on n'était pas un pays de Ouais, sportifs. avec, Heu bah, oui, avec Florent Manodou. Ouais, 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 ils ont Ah oui, avec ouais, exactement, ouais. avec Florent, exact, exact. Ouais, Et ouais, mais c'est ça, tu ouais. vois? Et même, tu vois, moi, je vais m'entraîner à l'INSEP, là, de temps en temps et pour la Tour Eiffel, je me suis entraînée, 1 fois par semaine là-bas. Tu te dis: «Mais en fait, attends, on est à l'INSEP, là, les gars!» Tu vois? Il y a plein de petites choses qui manquent en termes de matos, en termes il y a beaucoup de belles choses, mais il manque des choses, tu vois? Et tu te dis, même tu parles avec les athlètes, tu en as, ils sont pas sponsorisés. Tu vois? Ils vont faire les JO. Tu vois? C'est là que tu te dis: «Il y a un truc qui va pas» à ce niveau-là. Donc moi, je me dis, mon sport qui est pas du tout olympique Oui, ou j'imagine. médiatisé, forcément, on s'en fout un petit peu. Mais après, quand tu veux quelque chose, bah, tu arrives à quand même trouver des moyens d'y arriver. Il y a pas de... Donc, je dis, ne lâchez pas, quoi. Et c'est quoi une routine de Hanouk, du coup, à la semaine? Parce que Waouh, par rapport à justement, bah, il faut aussi pouvoir, manger à la fin du ouais, mois. Donc la gestion effectivement, professionnelle, ah, c'est ça. je suis d'accord que aussi ton sport, du coup, c'est aussi ton côté professionnel, mais ça ressemble à quoi une semaine, type? Alors, elle se ressemble pas du tout. OK. C'est ça que j'aime bien. Après, il y a un truc que j'ai constamment, c'est que j'ai un client en personal training, justement, que j'ai quasiment tous les matins. De la semaine ou en tout cas, 3 ou 4 fois minimum, suivant son emploi du temps aussi. Donc je me lève hyper tôt pour aller le coacher vers, 6:30, 7:00 OK. et après moi je m'entraîne. Donc souvent, ou alors, bah, des fois je vais caler des rendez-vous dans la matinée, mais souvent en gros c'est ça, j'ai coaching tôt, peut-être que je bosse un peu, parce que si je m'entraîne, bosser après c'est compliqué. Donc je bosse si j'ai des mails à faire ou tu vois, je me prends 1 heure et je me pose là-dessus et ensuite je m'entraîne direct dans la foulée. Et après, il y a une petite sieste en début d'après-midi, surtout s'il y a une session 2 et après, bah, je retravaille sur des trucs et après, bah, session 2 en fin de journée. Tu vois? Ça serait un truc un peu typique et OK. après, bah, je suis aussi «dépendante» entre guillemets de tu vois? Je dois démarcher pour faire des conférences, donc je suis aussi dépendante de la disponibilité d'autres personnes. Donc des fois, j'essaye de m'adapter à la dispo. J'essaie, tu vois, d'aller à des événements sur Paris. Tu vois, j'ai eu la chance d'être chroniqueuse à la radio et Mmh. d'être invitée, tu vois, régulièrement à des événements presse ou des choses comme ça. Donc là ça te permet de te créer ton réseau. Donc tu vois, j'essaye d'aller à ces choses-là. Donc voilà, ça va dépendre de tellement de trucs.
Il y a des semaines, je vais avoir une conférence. Là depuis la Tour Eiffel, mes semaines, c'est n'importe quoi. Enfin, c'est n'importe quoi. C'est pas du tout pareil d'une semaine à l'autre. C'est hyper différent. Mais c'est ça que j'aime bien aussi. C'est de Ouais. s'adapter. Et puis là, après, ça va dépendre de mon objectif. Si mon objectif, c'est les championnats du monde, bah là, tu vois, typiquement, je vais me faire 3 semaines, camp d'entraînement et il y a que l'entraînement qui va compter, tu vois? Mais voilà. C'est dur d'allier les 2 en fait. D'allier le Ouais, côté un peu business, boulot et athlète de haut niveau, c'est pas simple à gérer. oui, parce que normalement, un athlète pro, il est payé pour son job. C'est Donc, ça, exactement. sa seule obsession, c'est de Ouais, s'entraîner, manger, dormir, quoi. c'est ça. Et Heu, j'adore quand je me mets dans des phases comme ça et je sens à quel point je progresse. C'est pour ça que je veux vraiment arriver à ce niveau-là. Bon, j'adore faire des conférences et tout. Donc j'espère arriver à un moment à ce niveau où, bah, je suis focus sur l'entraînement, je fais quelques interventions, comme ça et voilà. Mais je vais y arriver. et avec les super qualités physiques que tu as jamais pensé à faire un autre sport transversal que tu aimes et qui serait peut-être plus rémunérateur? J'avais pensé, ouais, j'ai réfléchi parfois à des choses comme ça, mais après c'est le sport que je fais là, c'est tellement une passion Mmh. que tu vois, je me vois pas faire autre chose parce que j'adore ça. C'est pour moi, ouais, c'est un kiff. Donc si je fais un autre sport, ça sera moins, puis tu vois, limite l'athlétisme, je serais bien sur du court, par exemple, mais en vrai, ça paye pas de ouf non plus, tu vois? Oui, c'est sûr, c'est Dans le sûr. fond, en fait, chaque sport en France, si tu regardes, en plus féminin, à part le foot et Oui. encore, Mmh. pour les féminines, c'est pas ça. Moi, j'ai fait de la gym avant, mais alors la gym, tu peux plus le niveau, Mmh. voilà, c'est fini. Mais ouais, après, ça serait plus course C'est à vrai. pied et tout. Mais course à Mmh. pied et tout, bah, ça t'avance pas non plus, une folie, quoi. Et puis apprendre d'autres sports, c'est complexe quand même. Oui, Ah si, c'est tiens, sûr, attends, c'est sûr. là, récemment, j'ai découvert le golf. J'ai j'ai appris, tu vois, sur le practice. Alors j'ai décidé qu'à 50 ans, je serais peut-être pro en golf. Voilà. Ah, bah, alors, voilà. Peut-être, Je tu pense vois? que le golf, il y a je alors j Tu bon, Un potentiel. le circuit féminin, je connais pas, mais bon, ça Voilà, brasse de l'argent, donc on c'est peut ça. imaginer que le circuit pro, C'est plus sympa. et pour ceux qui connaissent pas un petit peu les courses d'obstacles et tout, du coup, toi, Ouais. tu te fixes tu un objectif à l'année? Comment ça se répartit par rapport Hem, à ouais, c'est tes ça. objectifs? En fait, souvent, à l'année, tu as les championnats du monde. Alors ce qu'il faut comprendre déjà en course à obstacles, c'est qu'il y a plusieurs choses. C'est que tu as parce que c'est en train un petit peu de se structurer les courses à obstacles dans le monde. Déjà maintenant, on a une fédération mondiale qu'on n'avait pas avant. Donc ça fait, depuis avant covid que la fédé, elle a été faite. Il y a des premiers championnats du monde, qui ont été faits l'année dernière par la fédération. Donc ils sont en train de structurer championnat du monde, championnat d'Europe et Mmh. ça, c'est des règles qui sont particulières, course à obstacles et cetera. Pour le moment, je me suis pas encore mis sur ce truc-là, parce que ça m'intéressait pas forcément. Enfin, ça m'intéresse, mais c'est pas des règles qui m'intéressent tout de suite. Donc je vais y retourner après. Et nous, on a un championnat du monde privé depuis bah, c'est les 10 ans là cette année. Et OK. moi, cette course, elle me fait kiffer quoi. Et c'est sur ce championnat-là que j'ai été championne du monde, j'ai été vice-championne du monde, et cetera. Et ça, c'était avant la Fédé, que la Fédé n'existe, c'était que nos championnats du monde de course à obstacles. Et en parallèle de ça, tu as aussi Spartan Race, qui est la grosse marque la plus connue dans les courses à obstacles, mondialement connue, qui a aussi ses championnats de France, ses championnats d'Europe, ses championnats du monde. Après, ce OK. qui est intéressant sur nos courses, c'est qu'il y a plein de formats différents. Donc, toi, en tant qu'athlète, tu vois, moi en tout cas, je me dis, bah, qu'est-ce qui me plaît le plus et dans quoi aussi je suis performante, tu vois. Spartan et OCR, c'est tellement différent parce que les obstacles n'ont pas la même valeur. C'est-à-dire que chez Spartan, tu rates ton obstacle, tu as une pénalité. Maintenant, avant, c'était des burpees. Et maintenant, pour les élites, c'est plus des burpees, c'est une boucle de pénalité. Donc, Mmh. tu es OK. moins avantagé d'être bon à l'obstacle qu'en OCR où là, tu as pas le choix. C'est-à-dire que Ouais. l'obstacle, si tu le passes pas, tu continues pas ta course. Et moi, je suis très bonne en obstacle, donc c'est pour ça aussi que j'ai choisi ça. Et c'est ce qui me plaît, les obstacles, ça me passionne. Donc du coup, voilà, et c'est beaucoup plus, on va dire, concentré en obstacle sur les courses OCR. Donc même Ton si je fais pas, obstacle, préféré, c'est quoi? ah, j'aime bien tout ce qui est suspendu en fait. Suspendre? Tu Ouais, vois, OK. après, on va avoir plein de choses différentes suspendues. J'aime bien les trucs. Et là, tu vois, je suis sur un championnat, ça fait la deuxième année que je le fais, un championnat suédois. Tu as 8 km, 40 obstacles.
Les obstacles sont techniques, mais pas trop. Et ça s'enchaîne, tu vois, c'est fluide. Et ça, je kiffe. Tu vois, le parcours militaire, par exemple, je kiffe. Tu as des obstacles simples, bam, tu repars. Ça enchaîne, tu vois, mais Ouais. suspendu, tac, 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 tu repars. Tu as un petit coup de singe, ça te permet de respirer, hop, tu repars en course à pied. Tu vois, j'aime bien ce côté enchaînement, ça me plaît beaucoup, en fait. Et, Je sais pas, je peux prendre pour un super-héros, j'en sais rien, tu vois. et entraînement à Paris sur ce genre de choses, ça doit être compliqué, ceci dit, encore une nouvelle Ouais, fois. alors après, je pense que l'erreur que beaucoup font, c'est de s'entraîner que sur obstacle, alors que finalement, bah, faut travailler, comme on le sait en prépa physique, bah, le Mmh. général et toutes les qualités qui vont te permettre, bah, d'être meilleur. Et avant la partie technique obstacle, il y a beaucoup de choses à faire. Et Mmh mh. la technique obstacle, ça va être un peu on va dire la cerise sur le gâteau, tu vois? Après, il y a plein de trucs, on va dire, je sais plus comment ils appellent ça, street workout, tu sais, des aires de street workout avec des monkey bars, des choses comme ça. Donc nous, on achète nos petits modules qu'on va accrocher. On se Ouais. fait des sessions un peu typiques obstacles. Au bois de Boulogne, il y a pas que des putes, je précise, mais il y a, tu sais, un petit parcours de santé où ils ont mis quelques obstacles aussi. Donc en fait, on s'en sert Oui, pour tu peux, ouais, tu peux toujours. Et là, comme on rentre, nous, tu sais, la course à obstacles rentre au pentathlon moderne. Je ne sais pas si, vous avez entendu parler de ça, ceux qui non, moi, j'avais pas pas. entendu en tout cas. En fait, Non. dans le pentathlon, tu as 5 épreuves. Il y a Mmh la mh. natation, l'escrime et course à pied de tir. Et en fait, il y avait l'équitation et il y a eu beaucoup de polémiques par rapport à l'équitation parce que les athlètes découvraient les chevaux le jour J. 20 minutes avant leur passage et il y a eu un problème avec un cheval, donc l'athlète a un peu fouetté le cheval, ça a été très mal vu et cetera. OK. Donc ils ont voulu changer et ils se sont dit: «Pourquoi on prend des chevaux pour passer des obstacles? Pourquoi c'est pas les athlètes qui vont passer les obstacles?» Puis ils se sont rapprochés de notre fédé, il y a eu plein de tests qui ont été faits et à partir de après les Jeux, en fait, il y a plus d'équitation, mais il y a un parcours d'obstacles pour les athlètes dans le pentathlon. OK. Et ce qui est cool, c'est que là, j'ai vu, il y a un stade près de la tour Eiffel où ils ont commencé à installer, parce que ça sera toujours, je crois c'est 80 ou 100 mètres, 8 obstacles et c'est toujours le même parcours. Et Ouais. là, ils ont installé ça sur un stade justement parce qu'il y a un club de pentathlon. Donc je vais pouvoir m'incruster et aussi m'entraîner un peu sur les obstacles. OK. OK, OK. Voilà. Et l'Aerox, ça t'intéresse pas? J'en ai fait, ouh là là, j'en ai fait 7 je crois, 7 ou 8. Ouais? En individuel, j'en ai fait ouais, il y a une année, j'ai fait les championnats d'Europe et les championnats du monde. C'est sympa, c'est très dur physiquement, quand tu te mets en pro et que tu envoies. Moi, mon meilleur temps, ça doit être 1h20. Pendant 1h20, tu es dans le rouge, en fait. Ouais. C'est un enfer. C'est un enfer, le truc. Après, moi, j'aime bien quand ça change. Donc le OK. truc, si tu veux, j'ai beaucoup aimé, j'adore le concept, je trouve que c'est super bien fait, très bien organisé, l'ambiance, elle est géniale. C'est une belle expérience, je pense, à vivre et un gros challenge physiquement. Et j'ai beaucoup appris sur le fait, tu sais, de dépasser cet inconfort physique et de l'encaisser et d'être OK avec ça. Mais Mmh par mh. contre, tu vois, le fait de faire toujours pareil, au bout d'un moment, moi, voilà, j'ai besoin de changer, j'ai besoin qu'il y ait d'autres Oui, puis trucs. tu es pas en extérieur aussi? Ouais, il y en a des Aerox qui sont faits en Ah, il y en a qui extérieur. OK, Ouais, OK, pas en France encore, mais à OK. l'étranger, il y en a eu qui ont été faits en extérieur. Mais c'est vrai que le côté extérieur est sympa aussi. Mais ouais, puis c'est un format qui est long. Moi, je suis quand même une athlète qui est très explosive, je suis une ancienne gymnaste. Donc tout ce qui est long comme ça, Ouais. après, ça me dérange pas d'être sur un parcours d'obstacles pendant 2 heures, mais les obstacles sont différents, tu vois? Là, et puis l'intensité, moi j'ai besoin de passer un obstacle, ça me fait récupérer. Mmh. Donc là, j'ai aucun moment de récup, en fait, c'est horrible. Et je sais pas, je pense que pas tout le monde le sait, mais je fais de l'asthme à l'effort. Donc ça, c'est un truc qui est très limitant pour moi, très dur à gérer et sur l'Aerox, Ouais, j'enchaîne, quoi. excellent. Et Mais c'est sympa. ouais. Et Tu est-ce que l'as tu as fait? fait non, j'ai pas encore eu, enfin, à chaque fois, bah, en France, notamment quand les week-ends étaient là, j'étais en formation où Ouais. j'ai pas pu me libérer, mais ça me tente bien, ouais, c'est un format qui me plaît bien, Après, moi, tu vois, je l'ai fait en duo là, il y a la dernière fois avec une copine, tu sais, pour le côté fun. J'ai kiffé aussi en duo. C'est sympa en ouais, duo. C'est moins long, moins dur à vivre et vachement sympa quand même. OK. Et tu as testé d'autres courses ou d'autres épreuves, d'autres sports de ce Ouais. type-là? Bah, après, tu vois, nous, on a tellement même à l'étranger, il y a beaucoup de marques, on va dire, de courses à obstacles différentes, tu vois? De différentes franchises. En France, il y avait des courses un petit peu indépendantes, donc tu Bah, sais, tu disons que essaies. je n'en vois plus, alors peut-être que
je m'y intéresse peut-être moins, mais en tout cas, j'avais l'impression qu'à une époque, il y avait plein, voilà, plein de marques. On avait été en Ouais. Belgique, nous, comment c'était la Bon, t'as fait Strong Fisherman, Viking? non, pas Strong Viking, c'était Fisherman à l'époque, je crois. Ouais, 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 je vois La aussi. Bud Day, enfin bref, Ouais. il y en avait plein. Sans doute qu'aujourd'hui, il y en a encore, mais c'est vrai que ils arrivent moins dans mon Ouais. scope. Et du coup, est-ce que tu peux nous partager un petit peu, voilà, quelles sont les grosses Mais marques qui, en la France, Toss, c'est et il y avait vrai. la Toss Mudder aussi, ou Tough Toss Mudder, ouais. Mais là, elle arrive en France, justement, c'est ce que j'allais dire. Ah, ok. Tough Mudder arrive en France en octobre. Ok, Et c'est un format qui est plus sympa et qui moi, je ne l'ai pas testé, mais il y a pas d'élite, en fait. Sur ce d'accord. format-là, il y a pas de personne, il y a pas de chrono, en fait. Le but, c'est vraiment d'y aller, bon, en équipe et de s'éclater Ok, sur les obstacles et les obstacles sont assez, c'est assez énorme, quoi. Tu sais, ça c'est vraiment un truc sympa. Donc je pense que ok, ça va être très, très sympa à faire. Après, ouais, moi, j'ai testé beaucoup à l'étranger. Là, bah, je fais un truc qui s'appelle Toughest et donc ce que je te disais juste avant, 8 kilomètres, 40 obstacles. Après, c'est beaucoup dans la performance et il y a un deuxième jour où c'est réservé aux familles. Donc les Suédois, ils y vont avec leurs gamins et tout, c'est génial, tu vois? Déjà, tu sens la différence de placement. Après, en France, tu as des petites courses indépendantes, mais tu vois, pour te dire, s'il y en a une qui est vers Paris qui s'appelle, l'Obstacle Race à Butier, qui est pas loin de Fontainebleau, je crois, qui est très sympa aussi. ok, Mais après, il y a plus des grosses marques à part Spartan. ok, Franchement, si, tu as peut-être un tu en as d'autres, mais c'est plutôt je crois la Ruée des Fadas, ils existent encore aussi, ok, mais qui sont ouais. plutôt pour le fun, tu vois? Qui Hmm. sont plutôt là-dessus. Il y a pas trop de trucs performants en France. En Espagne, il y a beaucoup de choses, et il y a un truc qui s'appelle le DK. En fait, c'est, un peu la version, Hyrox de Spartan Race qui a été développée aux États-Unis et qui est en Espagne, qui sera jamais en France, mais qui est en Espagne. Ok, Et franchement, c'est très sympa. Ils ont 10 ateliers, fitness et entre chaque, tu vas avoir soit 500 mètres de run, soit tu vas avoir un autre format où il y a le total va faire 1 mile, donc tu vas avoir 160 mètres de run ou alors tu vas faire que les ateliers et ok. du coup, c'est sympa, tu peux le faire aussi à 2 et cetera. Moi, j'ai bien aimé ce format, tu vois? J'ai vachement bien aimé et Il y a après pas eu de course extérieure avec des soulevés de barre ou des choses comme ça? non, justement, mais moi, j'aimerais qu'il y ait un truc qui soit un mix de high rocks et course à obstacles, tu vois? Qui est, qui était, un coup d'assaut bike, le tour d'après, tu vois? Mais avec un 400 mètres, pas plus, tu vois? Je trouve que c'est trop long 1000 mètres. C'est un truc Ouais, assez rapide, tu cours entre 200 et 500 mètres en gros et voilà et tu cours, tu as, un décale à l'assaut bike, tu cours, tu as un monkey bar à passer, tu vois? Qui un mix des 2, ça serait un peu mon rêve, tu vois? ok. Bah voilà, ça te Ben fait voilà. un projet de business. Ouais, non, mais t'inquiète, j'ai un projet dans la tête. J'ai des projets, j'ai des projets. Yes. Et OK sur ça. Hem, Après tu nous as parlé des entreprises. Alors nous, avec ma femme, on intervient beaucoup alors, sur des conférences en entreprise sur nos niveaux d'expertise. Comment toi tu as fait justement pour, et c'est souvent une question qu'on me pose, que les coachs me posent: «Comment on fait pour rentrer dans les entreprises?» Est-ce que même chose, tu as des petits tips, des conseils à nous partager de ce côté-là? Ben, justement, j'ai beaucoup de choses à enfin, il faut que je m'améliore sur cette partie-là. C'est pas simple parce que je me suis confrontée, tout de suite, tu vois, tu sais, quand tu es tout seul, tu as l'habitude, mais tu sais, tu es tout seul, tu dis: «OK, comment je fais? Je veux faire ça, mais comment je fais?» Et donc la première chose, j'ai essayé de cibler, de me dire, qui décide de ça dans les entreprises? Après, j'ai compris que c'était différent d'une boîte à l'autre. Tu me diras si toi, tu as ressenti la même chose ou pas, mais parfois, ça va être, ceux de la com, du marketing, parfois ça va être la RH, parfois, en fait, faut parler au patron, au big boss. Donc je trouve que ça, c'est voilà, c'est différent. Après, j'ai compris aussi qu'il fallait être un peu là au bon moment. Mmh. S'ils avaient déjà en tête un événement pour plus tard, bah, tu vois, ils pouvaient y penser. Sinon, ils allaient un peu t'oublier et si tu les relançais pas au bon moment, bon, bah, c'était mort. Donc il y a pas mal de choses, là-dessus. Après, j'ai essayé de plutôt je me suis dit: «Bon, je vise les patrons, en fait». Parce que le patron, il va te réorienter vers la bonne personne. Donc voilà et après, bah, ce que j'ai fait, moi, ce que je trouve le plus important, c'est le réseau. C'est-à-dire développer son réseau. Mais tu vois, je l'ai compris trop tard, enfin trop tard, non, pas trop tard, il n'est Mmh. jamais trop tard, mais je l'ai compris il y a allez, 1 an, tu vois, qu'il fallait vraiment se bouger, aller dans des événements, rencontrer des gens, parler avec des gens, se présenter, etc. etc. Et qu'en fait, c'est comme ça que ça se faisait beaucoup. Par contact déjà direct avec les personnes, c'est beaucoup plus facile.
Donc, Et ça, tu as tellement raison parce qu'aujourd'hui, enfin, je vois les coachs se cachent beaucoup à travers les réseaux sociaux, des choses comme ouais, ça. Ils veulent tout faire online. Alors que, bon, on a commencé à faire du business avant internet et bien, alors certes, il y a des choses qui nous facilitent la vie et avec internet et c'est OK. Mais c'est vrai que, quand tu rencontres des gens dans la vraie vie, pour créer du lien, c'est 100 fois plus sûr. puissant que, simplement par téléphone ou par visio Ouais, ou par webcam. Donc, c'est vrai que ça, c'est un excellent conseil qu'on oublie souvent. On oublie ouais, et souvent. puis je trouve que, tu vois, bah, moi, la plupart vraiment des gros trucs que j'ai faits, c'est parce que j'avais été invitée, que j'ai rencontré les gens, que j'ai parlé avec eux et en fait, c'est comme ça que ça s'est fait. Souvent, c'est parce que j'ai rencontré les gens en vrai ou au moins au téléphone ou au moins tu vois, il y a eu un vrai échange, en fait, pas que Mmh. mail et surtout, tu vois, dans les mails que j'envoie, à chaque fois, j'essaye de demander un rendez-vous, en fait, au lieu de juste dire: «Bon, bah, voilà, je propose ça» et c'est tout. Tu vois? Je demande aux gens: «Est-ce qu'on peut en parler ensemble?» Tu vois? Parce que je sais qu'en plus, quand tu parles, tu es passionné, tu vas savoir mieux te vendre. Parce que c'est même Mmh. pas vendre un produit, en fait, c'est que je suis tellement passionnée par, tu vois, moi, les conférences, c'est autour de l'état d'esprit. C'est ce que je vis au quotidien, c'est tellement important pour moi d'inspirer les gens et de les accompagner là-dessus que, tu vois, tu transpires le truc. Donc forcément, ça donne envie, tu vois, à la personne qui est en face de toi. Donc même pour un coach, je pense que, je sais pas si tu as fait ça dans les clubs, mais moi, il y avait des commerciaux. Ça m'est arrivé que parfois à l'accueil, le commercial soit pas là. Ben, en fait, l'abonnement, je te l'ai vendu alors qu'en fait, j'avais pas du tout le process de vente, mais parce que je parle avec passion. Donc en fait, Mmh. les gens, et je connais tellement les bénéfices du sport que c'est facile à vendre, tu vois, le sport Mmh. pour moi. Donc, tu vois, le côté, ouais, passion, et je pense que ça, c'est important. Et après, j'ai appris à faire des plaquettes aussi, tu sais, de présentation. Ça, c'était un autre truc. Mais voilà, j'apprends sur le tas. Mais je pense que le conseil numéro un que j'aurais, c'est le réseau. C'est vraiment développer son réseau. Il y a beaucoup d'événements. Après, ça dépend, je pense, dans les villes dans lesquelles on est. Mais il y a beaucoup d'événements, des séminaires, des choses. Après, il faut se déplacer aussi. Paris, bon, on a la chance que ça soit. Il y a beaucoup Mmh. de choses à Paris. Il y a beaucoup de choses gratuites, hein, de trucs d'entrepreneurs. Peut-être se rapprocher des CCI, là, tu sais, les chambres de commerce et de l'industrie. Nous, à Paris, ils organisent des trucs, des networking, tous ces trucs-là. Je pense que ça, c'est très important d'y aller. Une fois, peut-être tous les 2, tous les 3 mois, mais c'est essentiel de faire ce genre de choses pour avancer, quoi. Ouais, c'est intéressant. Je crois que c'est une des premières justement à avoir justement un business de conférences. Je prends le parallèle avec, Edgar Cropiron et beaucoup de sportifs Ouais. de haut niveau, enfin des anciens sportifs de haut niveau se reconvertissent dans les conférences. Pourquoi tu as pas, essayé de pousser plus le personal training du coup? Parce que, j'ai un moment, je faisais beaucoup ça, hein. Je faisais Ouais, vraiment ça, mais en fait, à Paris, je trouve que c'est chiant parce que tu dois te déplacer à droite, à gauche. OK. Et ouais, il y a un moment où moi, c'est plus ce que j'ai envie de développer, tu vois? Chez OK. une personne, tu vois, une personne, ça me va. Après, si j'ai deux, trois clients de temps en temps, tu vois? Des personnes qui font des choses assez ponctuelles, qui ont besoin de moi sur une ou 2 séances ou, tu vois, pour la technique ou des choses comme ça. Mais je trouve que c'était un peu chronophage pour moi. Et moi, OK. je m'investis beaucoup, en fait, dans les coachings et du coup, c'est dur de m'investir dans un coaching et dans ma performance perso aussi. Donc c'est pour ça aussi que j'ai préféré, un peu sortir de ça. OK, et par rapport à ton expertise justement de course à obstacles, il y avait pas des choses à creuser sur la Oui, partie, online ou des enfin si, bah, en fait, j'avais à un moment, j'avais pour but, tu vois, j'avais créé un club en ligne et je faisais des programmations autour de la course à obstacles avec une plateforme. Après, je suis pas douée et tu vois, sur le suivi, de la plateforme en ligne, de tous ces trucs-là, le tunnel de vente, le machin. Donc j'avais créé un petit écosystème, mais je l'alimentais pas correctement et là, ouais, justement, tu l'as pas poussé non, à fond. il faut que je trouve quelqu'un pour m'aider et pour m'accompagner là-dessus parce que clairement, je suis pas c'est pas et puis, en fait, à un moment donné, il faut rester dans ta zone, un peu de génie, tu vois? Tu es bon dans ce que tu fais, tu restes dans ce que tu fais. Moi, mon Mmh mh. truc, c'est je suis très bonne à faire des vidéos, à expliquer les choses en vidéo, à, faire des programmations. Après, stop, tu vois? Le reste, ça devrait pas c'est pas à moi de le faire entre guillemets, donc il faut que je trouve quelqu'un qui le fasse pour moi. Après, je suis Mmh. encore dans l'idée de, tu vois, de faire des programmes vidéo en ligne, mais je veux trouver vraiment quelqu'un qui est capable de monter tout le site
enfin, tu vois, la plateforme et gérer vraiment le système sans que moi, Mmh. j'ai à m'en occuper, tu vois? Donc ça aussi, ça, c'est quelque chose que je veux faire. J'avais créé aussi une formation sur les courses à obstacles. Mmh. C'est-à-dire que je formais les coachs ou les personnes qui voulaient se préparer aux courses, bah, voilà, je faisais 2 jours de formation avec, bah, la programmation, les techniques d'obstacles, et cetera, et cetera. On en a fait une et j'ai pas réussi aussi après à, tu vois, à la vendre correctement. Après, je pense qu'il y a un dans les coachs en France, là-dessus, il y a eu moi, j'ai essayé de comprendre, tu vois, pourquoi les gens, ils venaient pas. En fait, les coachs croient savoir. Parce que, tu vois, ils ont fait une course à obstacles où ça ressemble un peu à quelque chose qu'ils ont vu, bah, ils se disent que c'est voilà, ils savent faire. Alors qu'en fait, non. La course à obstacles, c'est comme quand tu joues au foot, c'est pas pour ça que tu vas être entraîneur de foot, tu vois? Ou en course Oui, à puis pied. comme tu l'as dit, enfin, il y a course à obstacles et course à obstacles. Ça dépend de Ouais, voilà, il y a tellement c'est ça. de formats Et après, différents que même si tu y vas pour le fun, tu vois, si tu entraînes, il y a quelqu'un qui veut juste faire une course pour le fun, souvent ils veulent être entraînés les gens. Bah, il y a des choses en fait, sur lesquelles tu peux les entraîner. Il y a plein de choses, tu vois? Même il y avait un aspect mental que j'intégrais dans le truc, mais c'est pas donné à monsieur, madame, tout le monde d'être à l'aise quand ils sont pleins de boue. Quand tu cours et que tu es plein de boue, c'est spécial, tu vois? mmh. Donc il y a des petites choses comme ça à faire et je voulais les transmettre au coach. Bon, ça a pas trop fonctionné et à un moment, je me suis dit: «OK, de toute façon, je partais sur d'autres projets». Donc j'ai pas non plus, je me suis pas battue pour que ça fonctionne à fond. Mais bon, après c'est là, tu vois aussi. Ouais. Ça reviendra peut-être après, ouais. Et sur la partie conférence, tu t'es dit enfin, c'était quoi ta réflexion, ton brainstorming? Tu t'es dit: «J'ai plusieurs, idées de conférences». Comment tu justement, tu l'as soumis Hem, en fait, à ces dans entreprises? j'étais en fait, à la base, tu sais, j'étais dans un club de fitness et à un moment donné, je me suis rendu compte qu'il y a un truc qu'on donnait pas aux gens. Tu vois, tu donnais aux gens le programme fitness, physique, et cetera. Tu donnais aux gens un peu le programme nutrition. En gros, ils savent ce qu'ils doivent faire, ils savent ce qu'ils doivent manger, mais ils Mmh. n'arrivent pas à l'objectif. Et je me disais: «Mais pourquoi?» Et en fait, il manquait un truc dans leur état d'esprit, tu vois, dans la tête. Et je me suis dit: «Ah ça, c'est intéressant, mais pourquoi moi, je dis: "Je vais gagner une course" et je la gagne et pourquoi eux, ils arrivent juste pas à perdre 3 kilos?» Tu vois? C'est un peu la réflexion que j'ai eue et j'avais proposé une conférence à mes adhérents. Je voulais leur transmettre, je me disais: «Bah, quel truc moi j'ai travaillé, qu'est-ce que j'ai mis en place?» Et en parallèle, c'est le moment où j'ai commencé tu vois, à vraiment me mettre dans la performance aussi sur les courses de mon côté. Donc en fait, je me suis dit: «Mais, tout ce que j'apprends moi pour gagner, je vais le partager après aux gens». Mmh. Et tu vois, j'étais dans cette optique-là. Et je lis beaucoup, hein, je fais que lire des trucs sur, le mental, le développement perso, tu vois? Plein de choses qui peuvent m'aider à avancer et du coup, je voulais transmettre ça, en fait. C'est un peu, je lis, j'apprends des principes, moi, je les applique sur moi, je vois comment ça marche, ce qui fonctionne, ce qui fonctionne pas. Je le fais, sur le terrain et après, tu vois, je veux partager cette expérience pour aider les gens, en fait. C'est un peu ça ce que je me suis dit et du coup, l'état d'esprit, tu vois, je me souviens, je suis partie à Bali. Je voulais m'isoler. C'est un peu comme un artiste. Je voulais m'isoler et écrire ma conférence, tu vois? Donc j'ai fait un énorme brainstorm en me disant: «OK», ça c'était en 2018, je crois, fin 2018, j'avais gagné des cours, j'avais fait une belle saison. Je me suis dit: «OK, qu'est-ce que j'ai mis en place concrètement pour que ça marche aussi bien cette saison?» Et en fait, tac, je me suis dit: «OK, la confiance en soi, le machin, la discipline» et en fait, j'ai sorti des parties et après, j'ai développé chaque partie et cetera et cetera. Et là, tu vois, bon, bah, là, je viens de refaire une conférence, bah, par rapport à mon événement de la Tour Eiffel, on en parlera, mais du coup, bah, tu vois, je me remets dans ce process-là en me disant: «OK, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui est pertinent, en fait, pour les gens?» Et après, j'essaye aussi d'adapter à l'entreprise parce que parfois, tu vois, en entreprise, ils vont avoir des thèmes. Ils vont te dire: Mmh. «Ouais, mais nous, on veut parler, de la confiance en soi», tu vois? OK, donc tu vas te dire: «OK, qu'est-ce que je peux dire sur la confiance pendant 1 heure?» quoi, ou des choses comme ça. Donc après, j'ai des gros thèmes et après j'essaye de m'adapter au maximum, aussi aux demandes, des entreprises, tu vois? Ouais, moi, je suis absolu quand je vois des conférenciers sur scène, je suis admiratif devant Ouais, leurs prestations. Ouais, ouais, parce que, bon, moi, j'interviens souvent sur des formations, des conférences, mais à mon niveau. Mais quand il y a des vrais conférenciers, tu sais, tous les ans, je participe au congrès Fitness Challenge ouais, et Pierre Jacques, celui qui est le créateur de ce congrès-là, ce qui est cool, c'est qu'il fait intervenir des gens qui sont pas du domaine du fitness, enfin, la plupart, mais ce sont des vrais, enfin, en tout cas, une grande majorité, c'est des vrais conférenciers, quoi.
Donc, Et pourquoi il m'a jamais demandé lui? C'est la meuf qui se ah bah, tu pourrais éventuellement lui demander et je me souviens que enfin le tu vois, la personne que tu vois là, en direct, la semaine d'avant, il était chez Total, la semaine d'avant, il était, à L'Oréal, à Louis Vuitton, enfin bref, Mmh donc tu mh. sens que voilà, il le discours et tout, il est rodé forcément par rapport au profil et au public et je trouve ça enfin moi j'aurais adoré, être, je dis «j'aurais», peut-être que ça sera Bah, dans le ouais, futur, attends. mais en tout cas, c'est un c'est une gymnastique assez complexe, quoi. Enfin, Mais ça c'est un en fait, vrai boulot, quoi. ouais, mais j'ai trouvé, tu vois, que c'était assez similaire. Alors c'est marrant, hein, mais quand tu es prof de fitness et que tu donnes des cours, en fait, pour moi, c'est un peu la même chose sans Mmh. l'aspect sportif, tu vois? Mmh mh. Et je me suis tout de suite sentie à l'aise dans les conférences et à chaque fois, ce qui ressort, c'est même par rapport à des grands conférenciers, hein, sans me la jouer ou quoi, les gens ils me disent: «Mais tu as une énergie de malade», tu vois? Parce que en fait, je suis comme, pourtant j'essaie d'être calme, tu vois? J'essaie d'être posée, mais j'essaie de sortir un truc et là, les gens, tu vois, ils ont un après je le travaille, hein, tu vois? Je travaille beaucoup mes textes, j'ai fait pas mal de tu sais, d'interventions dans les médias et tout, donc aussi à la radio, j'avais une chronique toutes les semaines, un moment sur Europe 1. Donc c'est pareil, ça te permet de travailler, tout ce que tu dis, mais après c'est comme tout le reste, c'est du Tu t'es travail, hein. formé pour ça? Pas du tout. Il y Non? a un C'est OK. moment, en fait, je me suis posé la question, j'en ai discuté avec des gens conférenciers, hein, que je connaissais et dont un qui avait fait une école de conférencier. Je me suis dit: «Mais ça existe ces trucs et tout» et en fait, on a fait un événement ensemble. Il dit: «Non, mais va pas à l'école. Tu as rien à apprendre à l'école de conférencier» parce qu'en fait, j'avais déjà l'attitude, j'avais déjà le seul truc que j'ai beaucoup travaillé, c'est les mots, tu vois? C'est les phrases, c'est les choses. Après, en fait, je travaille beaucoup quand je peux me filmer, je me filme et en fait, je me fais des feedbacks. OK, ce mot-là, ça va pas. Tu sais, je suis au mot près, quoi. Mmh. Et en fait, tu vois, je répète, j'essaye de répéter un max pour avoir de l'impact. Quel ton. En fait, je fais comme une pièce de théâtre un peu, tu vois. Je suis OK. un peu. J'ai fait pas mal de théâtre aussi étant jeune. Je suis toujours jeune, pardon. Étant plus jeune. Mais du coup, ouais, j'étais un peu dans ce truc. Mais après, je m'inspire aussi, tu vois, des conférenciers. Je me dis, tiens, lui, tu vois, je regarde beaucoup les Américains. Tu sais, comment ils font? Pourquoi ils font un silence à ce moment-là? Pourquoi? Tu vois, je suis vachement Je dans ce suppose que travail. tu regardes les TEDx ou les choses comme ça? Mais Non, pas les TEDx, même pas, en fait. C'est même marrant. pas? OK. Parce que souvent, OK. je suis assez déçue OK. de. Et je suis assez critique aussi. Je suis assez chiante. Mais justement, je trouve que parfois, leur voix, elle n'est pas placée, tu vois, ou ils m'endorment ou des trucs comme ça. Non, il y a des conférenciers que j'aime beaucoup, donc je regarde leur façon de parler, leur façon de faire, sans les copier. J'aime pas copier. Je reste toujours moi. Si j'ai envie de dire couille dans une conférence, je dis couille, moi. Tu vois, j'aime bien. J'aime ça. Tu vois, je Oui. reste moi en fait. J'ai pas Tu envie de faire authentique, quoi. genre. Ouais, voilà. Mmh. Tu vois, je suis très authentique. Mais et après, tu vois, il y a un moment dans mes conférences où je raconte l'expérience que j'ai eue sur une course. Donc, j'ai pas forcément besoin de. Tu vois, c'est Oui. naturel, ça sort tout seul. Après, ouais, il y a des choses et je travaille encore beaucoup, hein. Je suis loin d'avoir fini, on va dire, mon apprentissage là-dessus. Mais bon, à chaque fois, j'ai eu des très, Et très bons la retours. création du coup d'une conférence, ça te prend combien de temps? Ben, comme j'ai un truc de base, on va dire, qui est écrit, tu vois? Après, franchement, tous les ans, sur toutes les nouvelles conférences que je vais faire, je réécris, en fait, pour Mmh. m'adapter au maximum à ce qu'on me demande et impacter le public parce que le public, il va être différent. Ils vont avoir différentes attentes. Tu vois, dernièrement, j'ai fait un truc quand même devant 160 personnes. Donc là, tu te dis: «OK, là, faut pas déconner», tu Mmh. vois? Donc du coup, tu réécris, mais ça je sais même pas combien de temps ça me prend, en fait. Parce que tu vois, il y a le travail de réécriture. Après, il y a le travail où je répète. Le travail tu vois, je réécris, je répète, je réécris, tu vois? J'arrête pas de faire ça, donc ça me prend, la semaine d'avant, je vais travailler 1 à 2 heures par jour dessus, quoi. C'est beaucoup de temps, en Ouais. fait. Après, c'est pour ça que tu les vends aussi cher, les conférences, parce qu'à un Mmh. moment donné, tu passes beaucoup de temps et après, c'est aussi beaucoup de ce que tu as dans la tête, tu vois? Donc Qu'est-ce que te demandent, les entreprises par rapport à ça quand ils font appel à toi? Ils te laissent libre cours ou ils te disent, Ça c'est parfois, parfois, c'est très libre et parfois, ils ont tu vois, des problématiques qu'ils veulent vraiment régler. Donc, c'est dans des séminaires, ils ont des séminaires annuels ou des choses comme ça et parfois, ils veulent juste être inspirés par une personne qui est athlète ou voilà, par le sport et cetera et parfois, tu vois, la dernière fois, il y avait une problématique parce qu'il y avait un gros changement dans une boîte et c'était comment on fait face à des changements, tu vois?
qu'après, moi, je suis partie sur le côté un peu face aux obstacles, etc. Et tout, et donc ça leur a plu. Mais donc j'ai réécrit, tu vois, certaines parties, mais après, ça va être vraiment différent, ouais, d'une entreprise à l'autre. Il y a aussi beaucoup la demande en ce moment. Comme je suis coach, forcément, je propose des choses aussi sur un peu la qualité de vie, tu sais, ça c'est le truc à la mode. Donc le côté sport, mouvement, santé, qu'est-ce qu'on peut faire pour être en bonne santé, quelle routine on peut mettre en place, comment le corps fonctionne, etc. Tu vois, des choses un peu basiques, ça marche bien aussi en ce moment. Mmh. Et après, ouais, après c'est ouais, gestion du stress aussi, tu as ça, gestion du stress, augmenter la confiance en soi, la confiance avec dans l'équipe aussi, tu vois? Donc Je pense voilà, que ce n'est que le début, hein. Moi, je suis persuadé, enfin, je le vois là ouais, depuis 3-4 ans où voilà, les entreprises commencent à être demandeurs, ouais, chose qu'il y avait pas il y a une dizaine d'années et je exact. pense que ça va s'accélérer, parce qu'on C'est a pas marrant, hein? oui, ben, on est vraiment en retard, Ouais. sur ce créneau-là, Et quoi. tu vois, ce que j'ai vu aussi, c'est moi après enfin, tu vois, tu prends le covid dans la gueule et tu dis: «Waouh, c'est chaud, est-ce qu'ils vont repartir? Est-ce qu'ils vont mettre du budget là-dedans, les entreprises?» Et en fait, c'est reparti beaucoup plus fort qu'avant. Et en fait, avant, souvent, les entreprises faisaient un truc annuel, tu vois? Un énorme séminaire et ils faisaient pas d'autre chose. Et là, ils se sont rendus compte qu'il valait peut-être mieux faire un truc un peu moins grand sur le truc annuel, mettre un peu moins de budget là-dessus, mais par Mmh. contre faire des trucs réguliers pour inspirer régulièrement, rebooster leurs collaborateurs. Donc Mmh. là, ça c'est cool. Ça permet d'ancrer le message, plus facilement C'est que ça, ouais. ouais, ouais, clairement. Donc ça, c'est cool aussi. Et tu vois, c'est ce que j'ai découvert récemment, il y a un an en gros, qu'il y a des agences de conférenciers. Donc les grosses, grosses boîtes, en fait, OK. contactent les agences, c'est un peu comme des agences événementielles pour les entreprises. Et les grosses boîtes contactent des agences, ben voilà, notre thème, c'est ça, quel conférencier vous pouvez nous proposer? Ah Et oui, donc, OK. ils vont, eux, proposer différents conférenciers suivant les thèmes, suivant les trucs comme ça. Donc là, en fait, tu vois, j'essaye de me faire référencer je suis déjà référencée dans différentes agences, mais tu vois, tu essaies de te faire référencer dans les plus grosses agences, notamment sur Paris, quoi. Ouais, ouais, OK. OK, OK. Et si on revient à ton dernier exploit, du coup, Ouais. comment on en vient à créer, enfin, com ça t'est venu comment? En fait, la championne du monde pro, donc moi, je suis championne du monde dans ma catégorie en course à obstacles. Donc Ouais, en fait, c'est un peu semi-pro. Tu as pro et en dessous, tu es classé par groupe d'âge. Voilà, en gros, si je la fais. OK. Après, moi, c'était un parti pris aussi d'aller chercher un titre un peu en dessous, en semi-pro, pour pouvoir avoir des sponsors et être pro et après performer vraiment. Et donc la championne du monde pro, elle est athlète, Red Bull, donc au Danemark. Et Red Bull lui avait organisé le plus long grimpé de corde féminin, qui était à 26 mètres. Et c'était de monter tu l'opéra à Copenhague. Elle partait dans l'eau, donc ça je précise parce que quand même c'est balèze de partir dans l'eau, elle était mouillée. Et du coup, elle monte jusqu'au plongeoir Red Bull qui est à 26 mètres. OK. Donc, OK, je vois ça, c'était genre en juillet 2022, je n'étais pas encore championne du monde. Et je me dis, 26 mètres, c'est pas, tu sais, ça me paraissait pas haut pour un record du monde. Je me suis dit, ouais, c'est pas dingue, tu vois, ça se fait, quoi. Et en fait, l'idée, tout de suite, comme j'ai vu Opéra, j'ai pensé à un monument. Et je me suis dit, l'Opéra Garnier, ça aurait été drôle parce que je suis Garnier, mais compliqué, tu vois? Puis c'est pas très haut, je me suis dit: «Bon», et là, tout de suite, j'ai vu la tour Eiffel, en fait. Et je me suis dit: «Mais ouais, t'accroches une corde à la tour Eiffel, c'est génial». Et là, pour la petite histoire, au départ, j'avais regardé au premier étage, pas au deuxième. Et j'avais regardé la hauteur du premier, c'était 56 mètres. Je fais: «Ouais, ça peut se faire», et ça, c'est resté dans ma tête. Après, je suis championne du monde et je me dis: «Bon, OK, maintenant, pour être pro, bah, il me faut plus de sponsors». Et je voyais que même en étant championne du monde, j'avais pas, tu vois, ça se bousculait pas, j'avais du mal à convaincre. Je me suis dit: «Bon, qu'est-ce que je peux faire?» Et là, cette idée, elle m'est revenue dans la tête. Et je sais que pour être, tu vois, je suis dans le top 12, on va dire, avec mes chronos en pro, ce qui est pas mal, hein, mondialement. Mais moi, je veux être dans le top, sur le podium, tu vois? Et ce qu'il faut que j'améliore, c'est la course à pied. Et la course à pied, tu l'améliores pas du jour au lendemain. Il te faut beaucoup de temps. Donc je me suis dit: «Bon, qu'est-ce que je peux faire, entre guillemets, en attendant?» Tu vois? En progressant, mais en même temps, il me faut un gros projet, un gros truc qui me mette bien en lumière. Et donc là, cette idée me revient. Et là, tu te dis: «Bon, mais c'est chaud quand même», tu vois? L'idée, elle est: «OK, je vais grimper à la tour Eiffel, enfin, à la corde sur la tour Eiffel. Bon, qu'est-ce que je vais faire quand même?» Tu vois? Parce que là, justement, le réseau, il a été essentiel. C'est-à-dire que comment je fais? Je pars du fait que, bah, j'ai un pote qui est dans la brigade d'intervention de la police.
qui, eux, ils sont habilités à intervenir en hauteur et qui s'entraînent régulièrement sur la tour Eiffel en cas d'intervention d'urgence. Donc là, je OK. lui dis: «Tiens, toi, est-ce que tu penses que techniquement c'est faisable?» Bah, il me dit: «Ouais, ouais, c'est faisable». Ah bon, OK, techniquement c'est faisable. Bon, déjà première bonne nouvelle, tu vois? Et après, je me souviens d'un pote qui est un ancien journaliste, qui avait essayé d'organiser une tyrolienne géante de la tour Montparnasse à la tour Eiffel. Donc je me dis: «Putain, il a peut-être les contacts à la tour Eiffel» et là, il a le contact d'un des directeurs techniques et tout. Je dis: «Waouh!» et là, il l'appelle, le mec dit: «Ah ouais, c'est une bonne idée, ça peut être intéressant, j'aimerais bien qu'on se rencontre» et en fait, c'est parti de ça, en gros, tu OK. vois? Et là, je fais un premier rendez-vous, c'était en novembre 2022 à la tour Eiffel, fin novembre Ah 2022. ouais! OK, il s'est passé Eh quelques mois. ouais! OK. Ouais, ouais. Fin novembre 2022 à la tour Eiffel et en gros, là, les 2, on est au premier étage et il me dit: «Ouais, non, mais attends Anouk, tu vas pas t'arrêter au premier, il faut que tu ailles au 2 là, regarde, la corde, elle passe au milieu, là, c'est nickel. Au deuxième, on a ce qu'il faut, on peut l'accrocher, tac, tac». Je fais: «Ah mais les gars, c'est à combien le 2?» «Bah, c'est à 110 mètres, ça va?» Je fais: «Ouais». Donc en fait, tu vois, ça s'est fait un peu comme ça et après, ben, il a fallu par contre créer un projet événementiel pour convaincre l'équipe, événementielle communication de la tour Eiffel et là, ça a été une autre paire de manches et donc ah bah, en fait, c'est parti comme ça et après j'ai mis 3 mois à avoir ce contact-là, mais je l'ai eu quand même, à la mairie de Paris. Donc après mairie de Paris, eux, ils voulaient faire tu vois, ils faisaient plein d'événements autour du sport, enfin même en ce moment encore. Donc en fait, on voulait mettre sous la tour Eiffel, le jour J sur le parvis, des structures de grimpée de corde. Enfin, tu vois, il y a eu plein de et après on a reproposé un projet, j'ai rajouté le côté associatif. On a reproposé ça en mai. J'ai eu rendez-vous Tu en aurais dû juin. faire ça en cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques. Alors, tu sais qu'en plus, il y a un gars que j'avais appelé pour me conseiller, qui connaît beaucoup de monde, qui m'avait dit: «Franchement, à la limite, il faudrait le proposer pour la cérémonie d'ouverture, parce que ça serait ouf». Mais bon, c'est long, 20 minutes, tu vois la meuf qui prend Ouais. donc après, si c'était au premier, ouais, ça aurait été drôle, tu vois? Et en plus, je disais: «Tiens, j'aurais dû mettre la flamme olympique dans mon dos, grimper à la corde, allumer le truc là-haut». Mais ouais, donc ça a pris quand même beaucoup de temps et C'est quoi qui a après, été le une fois plus que difficile par rapport à tout ça? en fait, Le délai d'attente, non? mmh Alors, en fait, ce qui a été difficile, c'est à la fois l'attente, parce qu'après, en juin, donc 2023, j'ai eu un feu vert de la Tour Eiffel, un accord de principe. Et en fait, entre ça et on devait le faire en septembre 2023 à la base. Ah! Ah oui, OK. Donc, j'avais 3 mois. Donc là, ça a été le feu pour trouver les sponsors, le machin, le truc. La recherche de sponsors, elle a été très complexe. Et j'ai eu beaucoup, beaucoup de refus, de non. Et tu te dis, mais attends, je vais faire un truc de ouf là. Qu'est-ce que c'est que cette histoire, tu vois? Tu comprends pas en fait. Et après, ouais, l'attente, le fait que tu contrôles pas, en fait. C'est toi, en fait, tu dois t'adapter à ce qu'on te demande, à toutes les contraintes qu'on te dit. Ouais. Et tu vois, la tour Eiffel nous a donné la date, donc quand on a décidé de décaler à 2024 et en fait, la date, on l'a eue mi-février pour un truc début avril. C'est hyper tard. Ah oui. Mmh. Donc ça a été tout dans le rush et cetera. Après, en parallèle de tout organiser, moi, je me préparais physiquement, donc de gérer les 2, c'est aussi, c'est très, très chaud. Oui, Bah parce qu'il y avait l'organisation, mais il y avait aussi oh une là là, performance physique, quoi. bah, c'est ça. Donc c'était pas que je me concentre sur ma perf, c'était, ben, j'avais le producteur tu sais, le producteur sur la captation télé, donc les sponsors, la mairie de Paris, les gars de la sécu, comment on organise tout, la tour Eiffel, enfin tout était, voilà, ça a été assez complexe à gérer, ouais. Il fallait un Et budget de combien? Enfin, si c'est pas trop indiscret pour un événement comme ça? C'est un ben, gros budget, ça demande à si tu veux tout, la captation, le truc et tout pour être bien, bien, il fallait plus de 100 000. Ouais. ah ouais, 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 c'est des en fait, dès que tu mets de la télé et notamment à la base, ce qui était prévu, c'était un direct télé, c'est des gros budgets. Parce que ça demande du matériel, ça demande des gens formés, ça demande beaucoup de choses. Donc surtout OK. que là, on était en hauteur. Tu vois, les caméramans, il fallait qu'ils soient tu vois, en hauteur, des choses comme ça. Donc ça, c'est tout un truc. Après, l'idée aussi, c'était de donner de l'argent à une association. Donc tu vois, je voulais un budget quand même assez conséquent pour ça, pour être assez, mais on n'a pas eu le budget, hein, je te le dis, on n'a pas eu du tout le budget qu'on voulait. Donc voilà. Mais ce qui a été dur, ouais, c'est, tu vois, aussi tu sais, de voir en fait les sponsors des grandes marques de sport qui prônent le dépassement et les valeurs du sport et qu'en fait, non, bah, ton sport, on veut pas le mettre en avant. Mais c'est pas mon sport là, tu vois? C'est des valeurs qu'on met en avant, tu vois?
Mmh. J'ai du mal à ça m'a un peu saoulée, en fait, cet état d'esprit, tu sais, très fermé, très, centré, genre: «Non, nous, on veut mettre que ça en avant». Ouais, mais là, je Ouais. t'apporte une belle opportunité, tu vois? C'est une opportunité de mettre en avant différemment. Même les équipementiers, enfin les gros qu'on connaît, les Ouais, ouais? ouais. OK, Eh ouais, ouais. Et ouais, OK. ouais. Et puis après, j'ai été confrontée au côté, 2024, donc ben, des grosses boîtes qui étaient au qui trouvaient le projet génial, mais qui se sont dit: «Ben, cette année, notre budget est tout passé dans les jeux». Partenaires olympiques ou alors, sur les athlètes qui font les jeux, ce que je peux comprendre. Bon après, tu te dis: «Attends, vous vous avez balancé 100 millions dans les jeux, vous pouvez peut-être balancer un petit 10 000, tu vois? Ça va». Mmh. Mais ouais, ça a été assez complexe là-dessus et tu vois, on en revient au réseau. Les 2 boîtes que j'ai vraiment convaincues, donc c'était Honor Fitness et Xefi. Xefi, c'est une boîte dans l'informatique. C'est que les 2, j'ai rencontré les directeurs et que les 2 sont passionnés de sport. Voilà, Mmh mh. tu vois? Et que du coup, le truc s'est fait comme ça et ils ont tout de suite compris ce truc-là et tout ça. Donc voilà le ouais, ça a été dur, dur quand même, j'avoue. C'est quoi les gros enseignements que tu retires de cet événement? Et puis après tu me parleras aussi du purement physique, comment Comment? ça s'est passé, comment tu as Hem géré, mais que ce soit l'orga et même la partie aussi entraînement. Non, mais Enfin, j'ai beaucoup appris sur l'orga. C'était dans le fond, je suis trop contente, en fait et c'est encore plus gratifiant aujourd'hui, vu tous les «obstacles» que j'ai eus, entre guillemets, qui m'ont permis de, bah, de me forcer à grandir, de me forcer à mieux gérer un stress énorme. Parce qu'à un moment donné, quand une semaine avant, enfin, en fait, la veille de la date prévue, on t'appelle, on te dit: «À nous, qu'il y a une alerte rouge sur les vents violents, on peut pas faire ton record demain» et que ça fait 1 an et demi que tu es sur ça, tu te dis: «Mais c'est pas possible», tu vois? J'en peux plus, en fait, tu vois? Ça tu eu il y a eu tellement de choses entre-temps que tu te dis: «Mais c'est ouf». et Moi, ton j'ai appris entraînement était 100 focus sur, le montée de corde ou tu continuais à t'entraîner, bah, pour les courses à obstacles aussi? non, j'étais focus montée de corde. Après, je gardais un peu de course à pied parce que c'était important aussi d'avoir un très bon cardio parce qu'en fait, le montée de corde, je me suis rendu Mmh. compte à quel point c'est cardio de ouf. Donc, tu vois, j'avais quand même des entraînements qui ressemblaient un peu aux courses à obstacles. Après, là, en ce moment, tu vois, j'ai repris la course à pied. Je sens que en allure, sur la longueur, je suis plus aussi rapide, tu vois. Par OK. contre, sur le court, ça va, tu vois, j'ai rien perdu. Mais par contre, sur le un peu plus poussé, un peu plus long, tu vois, bon, ça, je sens que ça revient vite, hein. Mais ouais, j'ai dû me focaliser là-dessus parce que c'est très, très spécifique. Donc le Mais ce que record est je de re combien? 110 mètres. Tu mètres. Ouais, c'est à 110. Après, tu as eu j'avoue qu'il y a eu beaucoup de enfin, il y a eu beaucoup non, il y a eu quelques commentaires un peu, négatifs. C'est des mecs, en fait. Genre, tu sais, qui sont capables de le faire. Oui, bah, vas-y, fais-le alors, tu vois? Tu sais, Bah, ça, qui ont ouais. pas conscience des problématiques aussi, tu vois? Et tu as envie de dire: «Bah, vas-y, organise ton événement alors», tu vois? Fais fabriquer ta corde, parce qu'il y a tout ça, en fait, derrière, tu vois? C'est pas juste: «OK, je vais grimper une corde». Non, non, c'est que derrière, il y avait plein de choses et le fait que je le fasse sur la tour Eiffel, c'est bien sûr, c'était une contrainte énorme. Ah Les oui, grosses contraintes, elles étaient de la tour Eiffel, tu vois? Après, c'est comme ça, mais je le savais. oui. Mais Mmh du mh. coup, ouais, ça a été des contraintes où tu dis: «Ah ouais, d'accord, OK, tac, OK». C'est complexe. Mais en même temps, bah, j'ai appris à être patiente, tu vois? Quelque chose que j'ai du mal. J'ai appris aussi à me focaliser sur ce que je peux contrôler moi, tu vois? Bon, je le faisais déjà, mais ce que tu peux pas contrôler, ça sert à rien que de perdre ton énergie dessus, c'est pas toi qui gères. De toute Mmh façon, mh. c'est eux qui décident. Donc en fait, tu es obligé d'attendre une décision et de t'adapter à ce qu'on te dit, mais de t'adapter très vite en plus, tu vois? Mmh Mais mh. du coup, c'est des choses, voilà, que j'ai appris à faire aussi. J'ai appris à vraiment vendre, mieux un projet, à comprendre, tu sais, dans les boîtes, qu'est-ce qui peut les faire «flancher» entre guillemets, tu vois? Ouais. J'ai encore étendre mon réseau puisque du coup, pour aller chercher des sponsors, bah, c'était ça. Donc voilà, tout ça en fait. Beaucoup de choses quand même, beaucoup de choses. Et tu as démarré à quelle heure? Et tu as dit que tu avais mis c'est 20 minutes? 18, ouais, 18 18. minutes. Je sais plus, j'ai démarré à là, je sais même plus. 9:00, OK. 9:30, 9:00 je sais plus. Attends, non Et avant, 8:45 je crois, j'ai démarré. tu as douté pendant ces 18 minutes? Non, en fait, il y a un truc où j'ai jamais eu de doute, c'est que j'y arrive physiquement. Ouais, Tu OK. vois? Il y a ça, c'est un truc où je n'ai jamais douté. Je me suis dit: «C'est moi contre moi». Donc là, il y a pas l tu t'en fous, tu crèves, mais tu vas le finir ce truc
Et c'est pour ça que le but n'était pas la vitesse non plus, parce que je savais que je pouvais quand j'ai compris comment prendre des pauses sur la corde, tu vois? Relâcher les bras comme en escalade un petit peu. Bah, du Ouais. coup, tu vois, c'est là, j'ai compris comment mettre un rythme, comment me gérer, comment tout ça. Et après ça a été pas si facile que je pensais le jour J, OK. parce qu'il faisait froid et que je me suis, vite mes muscles ont fatigué plus vite que d'habitude. OK. Genre ma jambe droite qui était la jambe qui tient tout en fait, qui est sous l'autre pied, donc qui tient beaucoup plus, elle était vite, tu vois, je sentais vite la fatigue. Et je fais: «Waouh, c'est chaud quand même ça». Ça m'arrivait jamais comme ça. Donc du coup, je prenais des pauses moins longues, mais du coup, ça veut dire que mes avant-bras commençaient à fatiguer plus vite aussi, tu vois? Donc il y a eu un espèce de truc à gérer. Heureusement que je me suis beaucoup entraînée, que je me connaissais très bien parce que sinon ça aurait été, complexe, tu vois? Comment tu t'es entraîné justement? Parce que tu avais pas une corde aussi longue. Non, alors j'ai été Peut-être chez les accompagnée. pompiers? Peut-être avec les pompiers, tu Non, peux peut-être pas du non? tout les pompiers, Non? même pas. Mais Non. j'ai été accompagnée par, Thomas Serboneski, Ouais, OK. peut-être que tu connais, Mmh. qui bosse avec Strong First et donc sur les méthodes de force, il est très, très bon et j'ai toujours besoin je travaille beaucoup avec lui parce que j'ai besoin d'un avis extérieur aussi, sur les courses à obstacles. Mais voilà, lui, il m'a beaucoup aidé à gérer mon volume. Donc au départ, j'ai fait beaucoup de traction, traction, traction lestée. Fallait pas partir tout de suite dans le spécifique corde et fallait pas partir trop vite parce qu'après, sinon, au niveau des tendons, tu vois, des coudes, des épaules, des Mmh. doigts, tu vois, ça aurait été très complexe. Et tu vois, ouais, j'ai commencé à vraiment m'entraîner avec ça en tête en janvier 2023. OK. Et en fait, ouais, jusqu'à avril, j'avais pas touché une corde. Enfin, j'avais touché, mais en mode, quelques cordes sans les jambes, tu vois? Pas très haut, Mmh. genre, 2 m, 3 m sans les jambes, avec plusieurs montées, tu vois? Et donc j'avais ça. Après, il y a eu la phase où j'ai commencé la corde, le spécifique corde. Il y avait une salle d'escalade où il y a une corde de 13 mètres. Où en fait, Mmh. Mathias Noirel, qui est le champion de Ninja Warrior, s'entraînait pour Ninja Warrior et comme on se connaissait, bah, en fait, il m'a laissé sa corde et donc d'ailleurs, je l'ai fusillé sa corde. Il faut que je lui je lui rachète une corde et donc c'est une salle où il y a des enrouleurs. Donc ce qui me Ah, permettait OK. d'y aller seule. Je faisais ma montée de 13 mètres, je me laissais descendre, mais tout en tenant la corde pour garder la tension quand même. Et en fait, de ça, la première séance, j'ai fait 10 fois 13 mètres Ouais. avec de la récup entre chaque. Et après, en fait, plus on a avancé, plus on a augmenté le volume sur la corde. Et donc, on faisait comme des séries sans toucher le pied par terre, tu vois? On faisait des ladders un peu, bah, comme on Mmh. fait en muscu, hein. Je faisais des 2-3, 2 montées sans toucher le pied par terre. La série d'après, j'en faisais 3. La série d'après, j'en faisais 5, et cetera, et cetera. Et en fait, on calculait le volume total sur la séance et on l'augmentait, on le diminuait, et cetera. On jouait avec ça. Et je suis OK. arrivée, mon plus gros volume, je crois que j'ai fait 32 quand même dans la séance, 32 montées dans la séance. Donc je m'envoyais des 300 mètres de séance, ouais, il y a eu un moment où j'en pouvais plus par contre, tu vois. L'été, Ouais. ça a été dur. Ouais, l'été, je perdais 8 litres d'eau par séance. Je restais presque 3 heures à l'escalade. Parce que du coup, tu fais des séries longues, mais entre Mmh. chaque série, ça te demande des récup d'un quart d'heure, quoi. Donc Ouais. c'était assez long. Mais et à un moment, j'ai eu mal aux doigts, tu vois? J'avais les doigts qui tu sais, tu as les doigts qui s'adaptent. C'est là que tu te rends compte qu'il y a des tendons, que tu as des courbatures aux doigts, tu vois? C'est très bizarre. Après, j'ai toujours fait beaucoup de mobilité. Je me suis fait beaucoup masser pour éviter de me blesser parce que ça, c'était un risque aussi. Et en parallèle, j'avais du conditioning, c'est-à-dire que je faisais beaucoup de travail aussi sur les jambes parce qu'une fois que tu verrouilles tes pieds, tu pousses fort sur les jambes. Donc, tu vois, beaucoup de travail de squat, de wall ball par exemple. Je faisais pas mal de wall ball, du sled Ouais. push, tu vois, des choses comme ça. Et après, j'ai inclus aussi le ski erg sur les conseils de Chris Hinchot, c'est celui qui a fait Aerobic Capacity pour CrossFit, Ouais. que j'ai Parce que rencontré en l'endurance. séminaire. Je lui ai un peu demandé son avis. Et en fait, il m'a fait faire du ski erg avec une poignée, en fait. J'attachais les deux poignées pour que ça en forme qu'une. Et en fait, je OK. faisais du ski erg. Ça m'aidait à mimer la corde. Et en fait, ça me faisait une partie conditioning, récup active, etc. OK. Et en dernière phase, je me suis entraînée aussi à l'INSEP avec Thomas, justement, sur la machine Marpo. C'est la corde qui est Ah oui. Mmh. c'est la corde OK. non-stop. Donc ça a été super aussi de pouvoir avoir accès à ça. Et voilà, en gros, tu vois, les différentes choses. Et en août, ouais, de l'année dernière, j'avais fait aussi des entraînements sur viaduc pour tester un peu la hauteur. Parce qu'en fait, tout ça, tu te dis, OK, c'est cool. Mais quand tu vas te retrouver à 100 mètres, c'est encore autre chose. Et donc, Oui. Mmh. le côté hauteur, il fallait que je m'y confronte. Donc, il y a un viaduc dans le sud de Paris.
qui est à 40 mètres où les gens ont l'habitude d'aller faire de l'escalade et en fait, j'ai fait des tests, sur ce viaduc et le premier test, j'avais un peu d'appréhension de me dire: «Bon, comment je vais réagir?» Tu vois? Même à 40 mètres, c'est quand même pas rien Mmh. et en fait, j'étais tellement à l'aise. J'étais étonnée de moi-même, en fait, tu vois? J'étais hyper à l'aise, tu vois? Et focus sur ce que j'avais à faire. Bon, le Ouais, pas moment la où tu peur lâches du les vide, mains ni rien, enfin ça non, c après non? tu as une petite appréhension. Vous êtes sûr que ça tient, la corde, elle tient? Tu sais, tu es surtout sur ça, en fait et une Ouais, fois que tu as lâché les mains, tu es là: «Waouh» et en fait, c'est cool cette sensation de flottement, tu vois? ouais. Ça, c'était un vrai coup donc voilà les étapes un petit peu par lesquelles je suis passée et il y a eu à côté de ça un travail mental parce que pour gérer à la fois l'orga et puis, bah, Mmh encaisser et la le performance, physique, voilà oui. Mmh. et puis même, tu vois, d'être la corde, c'est très répétitif. Au bout d'un moment, tu pètes les plombs. C'est chiant, en fait, tu vois? Mais de passer justement au-dessus de ça, c'est très inconfortable aussi. Je sais pas si je pense qu'il y en a beaucoup qui ont l'habitude de grimper, mais tu as le pied qui est cisaillé, en fait, dans la corde. Ah ouais, Donc quand tu fais 5 mètres, ça va, tu vois? En crossfit ou que tu fais un WOD, tu vas peut-être le faire 10 fois max, ça va. Mais quand tu vas le faire, mais une tonne de fois, mmh mh c'est terrible, tu vois? et les Donc il y a eu mains? ça. Les Ah mains, c ça allait, c'était à la fin des séances où ça me brûlait. OK, Mais ça allait. Franchement, après, avec la course à obstacles, tu sais, on a déjà un bon grip, on est souvent ouais, suspendu, donc j'avais déjà une bonne base pour les mains. Ça a été c'était le moins pire, un peu, les mains. Et OK. tu avais, la brûlure de la corde sur le tibia, donc je mettais des protèges tibia de foot, tu vois? Donc il y a eu tout ça aussi à comprendre, mais c'était trop intéressant tu vois, tu te dis: «Tain, qu'est-ce que je Non, vais» tu es juste déçu que ça soit pas plus haut du coup, parce que tu aurais sans doute pu faire, ouais, je une pense perf que très honnêtement, je pense que j'aurais pu aller plus haut. Après, il y a d'autres trucs à grimper, hein, je suis en train de réfléchir, hein, là, donc on va voir. Mais ça Tu peux aller à Dubaï là, ouais. Bon, la Burj Khalifa, elle est un peu haute quand même. 800 mètres, c'est un peu après, il y a tout le côté technique, tu vois, sur lequel il faut penser, comment on fait, tu vois? La tour Eiffel, il y avait un peu ce qu'il fallait entre guillemets, tu vois? ouais. C'était pas, Mmh. c'était facile d'accrocher une corde. Après sur le reste, faut tirer une grue parfois sur un immeuble ou des choses comme ça. Après tout est faisable, hein, mais il faut réfléchir à ça Bah, et ouais, si tu es sponsorisé par Red Bull, il y a plus de limite. ils m'ont dit non, hein, Red Bull. Ah, je Ah leur oui. ai demandé, je leur ai demandé, je leur a en plus, tu leur apportes le projet sur un plateau. «OK, je vais faire ça, si ça vous dit d'être de la partie». «Non, non, ça nous intéresse pas de mettre ton sport en avant en France». «Ah bon, d'accord». Parce qu'en plus, les 2 autres athlètes qui détenaient ces records, c'était des athlètes Red Bull et Ouais. des athlètes de course à obstacles. «Ah bon, en France, tu vois? Ah bon, bah, d'accord». J'aurais dû demander à Red Bull Monde, en fait, ils m'auraient peut-être, mais en tout cas, là, c'était une expérience, quand même magique, hein. Quand tu es sur la tour Eiffel et tu vois, oui, j'ai la dernière phase d'entraînement, j'ai fait des entraînements de nuit sur la tour Eiffel. J'ai eu ce petit privilège d'être suspendue sous la tour Eiffel à 2 heures du matin, non, un peu plus tard même, à 4 heures du mat, sous la tour Eiffel comme ça. Ça a été assez ouf. C'était, Top. ouais, ouais. Bah, félicitations et c'est quoi alors le prochain challenge? Alors on me demande ça, on me demande alors là, j'affine petit à petit, tu vois? Il y a je sais pas, il y a peut-être, tu vois, des tours, de plus de 100 mètres en France, tu vois? Des immeubles, privés en plus, donc beaucoup plus simple, tu vois? Les autorisations comme ça et peut-être, je sais pas, j'ai discuté à Marseille avec une entreprise qui a une grande tour et je sais pas, peut-être qu'ils seraient OP pour ça. J'ai pensé à des grues aussi. Quand je passe devant des grues, je dis: «Ah putain, ça va être trop cool de grimper une grue», tu vois? Des trucs comme ça. Après, faut que je vois et après, bah, pourquoi de battre le record, tu vois? Parce que je pense que là, tu as des mecs qui vont, s'amuser à aller plus haut, je pense, que moi, parce que je pense que ça les a un peu titillés. Tu as des mecs là qui m'ont envoyé: «Non, mais moi j'avais fait 99 mètres». Ah ouais, mais tu es pas référencé mon pote, donc bon. Donc tu es Ouais. gentil, mais personne ne le sait que tu as fait ça. Donc après, je sais pas, peut-être je pense qu'il y en a qui vont se chauffer et me battre et après il y a le viaduc de Millau, tu vois? Il y a des trucs comme ça. Donc après et Dubaï, ouais, l'étranger, ça m'inspire. Dubaï, Singapour, tu vois? Des trucs comme ça, je pense qu'ils seraient friands aussi de ça. L'idée, c'est que ça soit aussi visuel, tu vois? Mmh. Ah oui, forcément. Ah Ouais, là, prendre la tour Eiffel, c'était, voilà, c'est quand même la ouais, référence, donc c'était, ouais, c'est ça et c'était le but, d'être assez médiatisé et bon, ça a bien fonctionné parce qu'on a eu beaucoup de retombées sur les médias. Donc parce que tu es la tour Eiffel et dans le monde aussi, ça a beaucoup suivi, donc c'est cool. et du coup, toi, ça tu profité enfin là, aujourd'hui, ça profite, ce que tu as justement, mis en place en termes de business, de retour, de réseau, de visibilité? Je suppose que Ouais,
Ça se met petit à petit en place. Alors je t'avoue, en fait, après moi je sais pas, alors peut-être je pense que j'avais une idée un peu fausse de ça, mais tu sais, tu te dis: «Waouh, après ça va être le feu», tu vois? Et en fait, non. Tu sais mais moi je suis très impatiente, donc tu vois, je veux que tout arrive tout de suite et tout. Et la semaine après, je t'avoue que bon déjà en fait la fatigue qui retombe, Mmh. nerveuse, physique ça allait encore limite, mais je pense que j'étais à la limite du surentraînement par rapport aussi à la charge, de stress, tu vois? Et en Est-ce fait, que tu as été tout seul à piloter le projet? bah, en fait, j'avais quand même le producteur télé qui m'a accompagné, ce qui fait il a accompagné Ty Chris notamment sur son événement, tu sais, en roller à Ouais. l'époque. Mais j'étais quand même un peu toute seule face, avec, tu vois, avec tout le monde, tu vois? Donc j'ai eu des petits soutiens. J'ai pris un agent aussi une nana qui m'a bien soutenue aussi, mais j'avais pas un soutien non-stop avec moi, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et il y a des choses, j'étais obligée, il y avait que moi qui pouvais les faire. Donc tu vois, j'ai eu pas mal quand même de charge de travail. Et après, le lendemain, tu te dis, «Est-ce que déjà c'était vrai?» Parce que pendant 1 an et demi, j'ai visualisé ça. Tu sais, je fais beaucoup de visualisation. Du coup, je savais même plus, en fait. Tu sais, c'était très bizarre le lendemain, j'étais très perturbée. OK. Et en fait, il y a eu un moment de pas déprime, mais limite, tu vois? Pardon. Mais après, tu vois, les athlètes, souvent, après un gros objectif, ça fait ça. C'est-à-dire que tu avais un objectif pendant 1 an et demi, ou quand tu as les jeux pendant 4 ans, et ça y est, il est passé. Et là, en Mmh. fait, ta vie, elle a plus de tu plus de repères, tu vois? C'est assez bizarre. Donc j'ai eu, ouais, un moment un peu chelou, puis j'ai pas célébré ça parce que ma famille était venue la semaine d'avant, avait prévu des jours sur Paris la semaine d'avant, donc comme on a décalé, ils sont venus juste pour me voir, ils sont repartis. Donc en fait, tu en plus, tu es un peu pas Ouais. seul, mais tu vois, tu veux fêter ça avec les gens que tu aimes, tes proches, et en fait, bah, tu peux pas. Donc c'était assez bizarre. L'après a été bizarre. Et en fait, là, je commence à voir les retombées petit à petit. J'ai porté la flamme olympique, c'était bien avant, hein, que on m'avait demandé. Mais du coup, là, tu vois, je suis passée au rang de personnalité publique, tu vois? Genre, j'étais annoncée dans les médias comme, célébrité sportive qui allait porter la flamme. Donc du coup, je me suis dit: «Ah, c'est cool». Tu vois, ça donne une autre envergure, et par rapport aux sponsors et aux entreprises et à tout ça, bah, c'est un plus forcément, ça va m'aider. Et ouais, et après, bah, tu es invitée dans plus d'événements, voilà, il y a plus de choses qui vont se mettre en place. Après, je suis, assez confiante que le reste va se mettre en place aussi facilement, tu vois? Parce que, mais tu Mmh. sais, j'étais dans l'urgence aussi de vouloir capitaliser sur tout. Parce que j'ai tellement de choses que je veux faire aussi autour de ça. Bah, tu vois, la conférence que j'ai créée là, monumentale justement, comment tu passes d'une idée comme ça à vraiment un succès, comment tu mènes un projet de A à Z. Hem Et après, je voudrais faire un livre aussi, pour partager aussi ces principes au grand public. Tu vois, il y a plein de choses qui se mettent dans ma tête, et là, j'étais là: «Comment je fais? Comment je fais? Qu'est-ce que je fais pour capitaliser au mieux? Qu'est-ce que» tu vois? Et après, je me suis dit: «Anouk, il y a pas d'urgence, en fait». Tu sais, Non, parce que tous les morceaux vont se coller une à c'est une et ça, ouais, ça va se mettre en c'est place. ce que je me dis. Mais c'est vrai que quand tu as jamais vécu ce truc-là, c'est spécial, ouais. Et là, je demande beaucoup à j'essaie de rencontrer des gens, qui ont mis en place ce que moi je veux mettre en place, tu vois? De leur demander par quelles étapes ils sont passés, comment ils ont fait, voilà. Donc step by step, mais c'est cool, ouais, il y a des trucs qui bougent bien quand même. Top. Bon, bah, je pense que c'était super inspirant. Bah, C'était une j'espère interview qui que était, ouais. ouais, différente de ce que j'ai l'habitude de faire et ça, c'est cool. Est-ce que tu aurais un dernier truc à partager, justement à des professionnels qui, justement ont des ambitions, des envies, ont envie de développer des choses? Qu'est-ce que tu pourrais leur, partager? Moi, je dirais de toujours y croire, même quand il y a plein d'obstacles sur le chemin. Parce que bon, j'adore passer les obstacles, mais je suis vraiment à la tour Eiffel, bah, mes proches savent par quoi je suis passée, et il y a beaucoup de moments où plus personne n'y croyait, en fait, où tu te dis: «Non, mais c'est» même moi, tu as des doutes sur le côté organisation, et en fait, bah, quand tu y crois et que tu as décidé que ça se ferait et que tu t'engages, parce qu'il faut s'engager aussi à un moment donné, c'est que si tu veux quelque chose, tu dois t'engager par tes actions aussi. Et en fait, ça se fait, c'est tout. Tu vois, le truc là, je sais plus à qui je parlais ce matin, je me disais: «T'inquiète, de toute façon, je vais pas lâcher». Mais en même temps, je dis: «Mais j'ai grimpé la tour Eiffel, je peux tout faire, en fait». Tu vois ce que je veux Mmh. dire? Il y a plus rien qui tu sais, tu te mets souvent des limites, tu te mets des barrières tout le temps, on se met trop de barrières. Et moi, je dis: «Non, en fait, il y a aucune limite. Il faut voir grand,
Et après, il faut s'engager, c'est tout. Il faut s'engager, il faut y aller dans ses actions, il faut y croire et ça prend du temps. La preuve, ça a quand même mis 1 an et demi à se mettre en place. Après, je pense que tout a lieu aussi pour une raison. C'est-à-dire que si ça a mis 1 an et demi, j'avais besoin aussi peut-être de ce temps-là pour être prête physiquement et mentalement. Mais je pense qu'il ne faut jamais lâcher, quoi. Si on veut quelque chose vraiment, parce que si tu veux juste comme ça, tu vois, à un petit degré, forcément, tu ne vas pas t'engager. Mais si tu veux quelque chose, fonce. Et il ne faut pas se limiter dans ses idées, en fait. Il faut voir les choses en grand. Il faut se dire, OK, qu'est-ce que je veux vraiment faire? Qu'est-ce qui me ferait plaisir dans le métier de coach ou dans n'importe quoi? Tu veux coacher un athlète olympique? Vas-y, qu'est-ce que maintenant? OK, tu vois, je donne un exemple, mais il faut vraiment se mettre des gros objectifs et des objectifs intermédiaires pour y aller, mais il faut s'engager mentalement dans ses actions, etc. Et ça marche, en fait. Yes. Et je rebondis sur tu nous parlais de livres. Est-ce que tu aurais un livre à nous recommander ou un livre? Ouais. J'en ai trop. Mais après, moi, je lis beaucoup en anglais, mais il y a un auteur que j'aime beaucoup qui s'appelle Tim Grover, qui est, je sais pas si tu connais, c'est Si, c'est d'Agassi, non? Ou de non, c'est Kobe Bryant, Michael Jordan. Jordan. Et en fait, il a fait 2 livres. Le premier, L'art de gagner, non? Ou c'est pas ça? Alors, en anglais, le deuxième, c'est gagner, je crois, parce que c'est winning en anglais, le dernier. Et le premier, c'était Relentless. Alors, je sais plus comment ils l'ont traduit en français, mais ces 2 livres, moi, ils m'ont beaucoup parlé. Et notamment Winning, je l'ai lu 5 fois, je crois, ce livre. Et j'écris beaucoup de choses, tu vois. À chaque fois que je lis, en fait, j'écris des passages. J'ai un petit carnet que j'emmène à chaque fois en compète. Et avant mes compètes, ou tu vois, avant la Tour Eiffel, à chaque fois, j'ai des moments de doute. En fait, ces passages-là, ils m'aident. Ils m'aident et moi, je réécris des trucs par-dessus. Enfin, bref. Et en fait, voilà, ces 2 livres-là, lui, c'est un auteur qui me parle énormément et qui n'est pas très, très connu en France. Donc, j'aime bien le mettre en avant parce qu'il est… En tout cas, moi, ça me parle. Dans ces livres, j'ai l'impression qu'il me parle à moi, tu vois. J'ai l'impression qu'il me dit. Donc, c'est assez… ouais, c'est cool. Mais c'est un bon auteur pour le côté un peu mental et ne rien lâcher et aller chercher les choses, quoi. Pour te mettre un petit coup de pied au cul, on va dire. Yes. Eh ben, merci Anouk de ton partage. Merci à tous de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à mettre un 5 étoiles et un super commentaire. Et puis, nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel invité. Merci Anouk. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que l'épisode vous a plu. Merci d'avoir passé ce moment en ma compagnie. 2 petites choses avant de vous quitter. Si vous cherchez les notes de l'épisode ou que vous voulez tout simplement me contacter personnellement, allez sur mon site andypoiron.com. Donc tout attaché, www.andypoiron.com. Vous trouverez toutes les informations nécessaires. Et dernière chose, et c'est la plus importante pour moi, si vous voulez m'aider à promouvoir ce podcast, eh bien vous mettez un avis 5 étoiles sur Apple Podcast. Si vous regardez cet épisode sur YouTube, eh bien pensez à liker et à vous abonner à ma chaîne YouTube et pensez à en parler autour de vous, pensez à en parler à vos amis ou à vos collègues dans le fitness. Ça permettra véritablement à ce podcast d'avoir beaucoup plus de visibilité. Voilà, en tout cas, merci, à très vite pour le prochain épisode.